Ah, si en plus j'ai mes VP qui continuent de parler quand je dis qu'on va commencer le conseil communautaire. C'est plus détendu que le conseil précédent. Bien, avoir les bancs clairsemés, plusieurs hypothèses. Peut-être que certains ont déjà commencé les vacances, peut-être que d'autres ont été effrayés par les alertes météo. Bon, je ne vous le cache pas que je ne sais pas ce qui va se passer, mais effectivement, il y a de fortes inquiétudes sur des orages possibles de grêle entre 15h et 20h, et finalement, c'est 15h jusqu'à demain matin. Donc, voilà, on verra bien ce qui nous arrive. Bref, je laisse Patrick Romestin faire l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simon Christin Lafont, Jean-Claude Garde est excusé, Quentin Paquet, Pierre-Jean Rochette, Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville a donné pouvoir à Éric Lardon, Hervé Bru, Christine Bertin a donné pouvoir à Marc Archer, Serge Desrory a donné pouvoir à Alban Fontenil, Frédéric Serret a donné pouvoir à Dominique Guillain, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brun-Jarry, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandret a donné pouvoir à Thierry Missionnier, Michel Jassler, Pierre Barthélémy a donné pouvoir à René Avril, Yannick Touran. Ok. Christian Cassoulot remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche a donné pouvoir à David Sari, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Goubille remplacé par Adeline Boursier, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutançon, Christophe Basile, Christiane Bayet, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino a donné pouvoir à Cindy Giardina, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Pierre Giraud, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillers, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout excusé, Gérard Barou, Michel Robin a donné pouvoir à Roland Bost, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu a donné pouvoir à Serge Grandjean, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier a donné pouvoir à Jean-Paul Tissot, David Sari, Michel Jourgeon, David Buisson, Frédéric Millet a donné pouvoir à Frédéric Pumier, pardon, oui, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras a donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussier a donné pouvoir à François Madvet, Béatrice Dauphin a donné pouvoir à Olivier Joly, René Françon, Flora Gauthier, Alain Laurneau a donné pouvoir à Gilbert Lorenzi, Nathalie Degal, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet, Carole Tavitien a donné pouvoir à Ghislaine Poyet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas a donné pouvoir à Jean-Luc Daval-Pommier, Annick Brunel a donné pouvoir à Yves Martin, André Gachet, excusé, Christian Soulier. Ok. A donné pouvoir à Christian Soulier. Christian Soulier, présent. Jean-Maxence de Monchy. Frédéric Punier. Pierre Drevet. Michael Miomandre, excusé. Jean-René Jondel. Jean-Marc Grange a donné pouvoir à Marie-Thérèse Gagnère. Marie-Thérèse Gagnère. Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier. Julien Ronzière, remplacé par Annie Dety. Yves Martin. Sylvie Bonnet. Thierry Hareux. Nicole Pinet, pouvoir à Yves Martin, c'est ça. Gérard Peslon. Alexandre Palmier. Yves Duport.
Hervé Béal, remplacé par Josette Foléa, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet et Bertrand Daval. Merci Patrick. Je vous propose d'ailleurs Patrick Romestin comme secrétaire de séance. Il m'avait dit que ce soir pour la dernière, il serait content. Hein. Et je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal du 27 juin 2023. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce procès-verbal, des remarques? Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie et je laisse la parole à Pierre Giraud pour le rapport annuel des déchets. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, faire un petit point sur le rapport annuel des déchets. On parle bien du rapport annuel de 2022. Donc, je vous encourage, il sera en ligne d'ici quelques jours après le contrôle de légalité, bien entendu, sur le site Internet. Et je vous encourage tous à aller le consulter, puisque c'est un document très complet et très précis, y compris pour nos administrés. Ce rapport a déjà été présenté à la commission consultative des services publics locaux, vous savez, qui est composée d'usagers et de représentants d'usagers ainsi que d'élus. Ça s'est passé le 27 juin 2023. Donc, pour revenir sur quelques éléments chiffrés, en premier lieu, sur le volet prévention, c'est ce que vous trouvez dans votre note de synthèse, mais sur le domaine prévention qui nous semble être le volet le plus important dans la gestion des déchets et l'évolution, justement, c'est de travailler sur cette partie prévention. C'est un peu plus de 6000 personnes qui ont été effectivement sensibilisées à mieux trier, à utiliser des processus différents pour valoriser des déchets verts et autres en particulier. Donc aujourd'hui, on a conduit dans le domaine de la prévention ces sensibilisations, bien entendu, mais aussi en parallèle travailler avec le domaine ou l'environnement scolaire, puisque c'est quand même là qu'on a les meilleurs taux de réussite sur les comportements des usagers. Et on répond, je dirais, complètement sur cette partie à notre programme local de prévention, puisque nous avons un PLPDMA, excusez-moi, pour notre territoire. Et dans ce programme, on avait expérimenté en 2021 le défi famille zéro déchet, excusez-moi, dans le désordre. Bon, on l'a généralisé à partir de 2022 et aujourd'hui, il y a tout un tas de sensibilisation à travers ce défi famille. Après, si on revient sur la partie collecte, vous savez qu'en 2023, on en parlera tout à l'heure, on a lancé un nouveau marché pour 2024. Ce qu'on peut dire sur 2022, c'est que déjà on constate une baisse par rapport à 2021, un peu plus de 3%, 3,5%. Ça paraît peu, mais c'est plutôt encourageant par rapport au fait qu'en 2022, on n'avait pas encore les extensions de consignes de tri qui vont normalement accentuer cette baisse sur les années qui arrivent et à partir de 2023. On a la même chose aussi sur les collectes sélectives, une baisse pas significative, mais de l'ordre de 3%, avec 5700 tonnes triées. Bon, le verre continue à augmenter, c'est plutôt aussi un bon signe, parce que ça veut dire qu'on en trouvera peut-être encore un petit peu moins dans la poubelle grise. Après, sur le volet textile, linge, chaussures, eh bien, on est revenu au tonnage d'avant-crise. Et là aussi, on espère, avec les redimensionnements et les déploiements de nouveaux points d'apport volontaires pour les textiles, augmenter ce tonnage-là. Sur les cartons, on vous a parlé de 487 tonnes, donc on est à peu près dans ce qui était prévu. Un point important, parce que ça a fait quelquefois la une des journaux, ça concerne effectivement les producteurs qui sont conventionnés avec le dispositif de redevance spéciale. Donc, on vous indique 301 conventions en 2020, 312 en 2021 et 465 en 2022. Et ça continue sur 2023, bien entendu. Après 2022, ça a été aussi l'année où on vous a déjà sollicité sur le positionnement par rapport à une tarification incitative. Et le choix que nous avons fait est d'aller vers une TOVI, donc une taxe incitative. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la densification, bien entendu, des points textiles. Voilà. Après, sur la partie déchetterie, après une forte baisse en 2020 et
En revanche, une forte hausse en 2021 sur le tonnage des déchetteries. On revient globalement à un tonnage pratiquement de 2019. Voilà. Après, sur le nombre de passages, c'est un petit peu la même chose. On est au-dessus de 400 000 quand même sur nos 5 déchetteries fixes, bon, en sachant que le seul site de Sévigneux représente aujourd'hui presque 50% de ce trafic. On a effectivement sur les déchets, puisqu'on est sur les déchetteries en 2022, un peu plus de 36 000 tonnes de déchets qui ont été récupérés sur ces déchetteries. Donc, vous voyez, par rapport aux 35 000 en 2017. Bon, là, la caractérisation ou la particularité de notre collectivité, ça ne se voit pas tout ailleurs, c'est une forte densité de déchets verts et d'encombrants qui représentent pratiquement 25% des apports dans les déchetteries. Donc, on est effectivement, par rapport aux autres territoires, très en dessus de ce qui est dans la moyenne. Voilà. Bon, après, dire de quoi, eh on a de nouvelles filières, et on en parle pratiquement à chaque conseil, puisqu'on a des conventions, pour revaloriser. Et puis, fait marquant aussi sur les décisions de 2022, puisque c'est à ce moment-là qu'on a lancé et choisi le type de déchetterie pour le Netrablay. Donc, en synthèse, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous reteniez, mais vous le savez, c'est que c'est près de 70 000 tonnes de déchets qu'on collectait, et ce qui représente un peu plus de 600 kilos par an et par habitant. Mais je précise bien par habitant et non pas par foyer. Alors, c'est bien entendu tout flux confondu, et sur 600 kilos, si vous voulez faire simple, il y en a un peu plus de la moitié qui sont des flux qui arrivent dans les déchetteries, et un peu moins de la moitié qui sont issus des différentes collectes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des déchets verts qui sont au-dessus des moyennes, on est à 81 kg par habitant en moyenne. Donc, avec ce qui nous conduit aussi, avec nos politiques de prévention, à favoriser le broyage et les utilisations effectivement des déchets verts sur place plutôt que de les emmener en déchetterie. Donc après, sur les valorisations des différents justement déchets qui arrivent dans les déchetteries, on en a à peu près la moitié qui sont détournés de l'enfouissement. Donc c'est aussi un ratio intéressant et à ne pas oublier au travers des différents. En même temps que je cause, j'appuie sur les boutons, donc c'est pas terrible. Bon, après, l'aspect financier, mais vous l'avez déjà vu, le budget annexe ordures ménagères, puisqu'il est là, bien en 2022, il était en excédent d'un peu plus de 4 millions d'euros. Vous en connaissez la raison, puisque c'était l'année où nous avions décidé ensemble une augmentation forte de la TIOM, de façon à pouvoir passer les 3 ou 4 ans qui suivent jusqu'en fin de mandat et éviter d'y revenir toutes les années. Donc, sur ce rapport d'activité, il n'y a pas de vote, c'est simplement, il vous est proposé d'en prendre acte. Je vous rappelle qu'il sera disponible sur le site dans son intégralité et je vous encourage fortement à y aller et éventuellement, après, si vous avez des questions, à solliciter les services. Bonsoir. Ce matin, je suis allé à la déchetterie d'Arton avec mon employé communal, avec un tracteur et une remorque pour emmener des objets encombrants. Ben, on s'est vu refuser l'accès à la déchetterie parce que les tracteurs, paraît-il que les tracteurs sont interdits. Alors, je suis tombé des nues. On m'a dit que c'était le règlement. Nous, dans les petites communes, on a un tracteur avec une remorque pour emmener les déchets. Donc, on avait des déchets verts, donc on passait sur le côté, on passait pas en haut. On m'a répondu que c'était parce que l'enrobé n'était pas, enfin, disons, le revêtement n'était pas suffisant pour un tracteur. Alors que ça m'a fait doucement sourire parce que quand on voit des 38 tonnes ou des 32 tonnes qui vont chercher les bennes, je crois que c'est pas une bonne. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique qui c'est qui a mis ça dans ce règlement. Alors, moi, je sais que bien sûr, dans les villes, tout le monde a des camions. Nous, on a un tracteur et une remorque. Voilà, c'est une petite commune. Oui, donc je vais me permettre de répondre si je peux, puisque j'ai été informé effectivement ce midi de cet incident. Bon, déjà, sur le principe, le règlement il a été voté par l'Assemblée communautaire. Alors peut-être pas l'unanimité, je n'ai pas les chiffres en tête et je ne veux pas y revenir dessus, je pense que ce n'est pas l'objet du débat.
Simplement, il a été approuvé. Il est dit très clairement que les engins et les tracteurs en particulier n'étaient pas autorisés à rentrer sur la déchetterie. Donc, je suis un peu surpris que le maire d'une commune aujourd'hui n'ait pas eu connaissance de ce point du règlement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous allez m'expliquer comment on fait pour dire la commune autorisée avec son tracteur, mais l'usager qui a un tracteur, il ne va pas pouvoir venir par rapport au règlement. Donc, il a fallu, dans les règlements, il y a toujours des limites. Celle-là, elle existe, elle est connue normalement de tout le monde. Enfin, j'espérais qu'elle était au moins connue des élus qui sont dans cette assemblée. Mais moi, je souhaiterais qu'on revoie ce règlement parce que je ne vois pas pourquoi qu'un tracteur est plus dangereux qu'un autre véhicule sur la plateforme. Donc, et le fait d'abîmer l'enrobé, je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Voilà, donc je ne suis pas content du tout. Tiens, c'est bien noté, tu n'es pas content. Et moi qui suis aussi une petite commune quelque part, parce qu'on est toujours plus petit que les autres, j'ai des tracteurs aussi. C'est pas l'apanage des petites communes. Moi, je suis une petite commune un peu moins petite, j'ai des tracteurs aussi. Parce que tu as dit que nous, on avait des camions. Yves Martin, pour la suite, commande publique. Bonsoir à toutes et tous. Le premier marché public que je vous présente ce soir est le marché de travaux d'enrobé, le programme Voirie 2023. Quelques précisions concernant les lots. Le lot 1, Saint-Étienne-le-Molin, Ailleux, Saint-Six, Cézet, Saint-Just-en-Bas et Sauvin. Le lot 2 concerne Chalain-le-Comtal. Et le lot 3, qui n'était peut-être pas suffisamment précis, a une tranche ferme pour Périgneux, Saint-Hilaire, Cusson-la-Valmite et Husson-en-Forêt et une tranche optionnelle pour Saint-Hilaire, Cusson-la-Valmite. La valeur prix pour les critères de jugement est de 70% et 30% pour la valeur technique. Et il est donc proposé, compte tenu que vous avez tous les estimatifs, d'attribuer, alors le lot 1 ne sera pas attribué parce qu'il est déclaré sans suite. Le lot 2 pourrait être attribué, si vous en êtes d'accord, à l'entreprise Eiffage Route Centre-Est pour un montant estimé de 83 662 € hors taxe. Et le lot 3 est attribué également à Eiffage Route Centre-Est pour un montant estimé de 236 915 € 20 hors taxe. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions. Oui, qu'est-ce qui se passe pour la motif économique pour le 1? C'est quoi exactement? Eh bien, les entreprises qui ont répondu sont un peu trop élevées en prix et nous allons nous rabattre sur le marché à bon de commande. D'autres questions? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Deuxième marché, il s'agit du marché de travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement par la mise en place d'un réseau d'eau usée secteur Beauplan sur la commune de Chalain-le-Comtal. Ces travaux consistent à un travail sur voirie ouverte, une pose de canalisation d'assainissement, des terrassements en tranchées et la réfection de voiries et de chemins. Le montant du marché est estimé à 503 217,50 avec les critères de jugement suivants, 40% pour le prix et 60% pour la valeur technique. Et il est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise SMTP pour un montant de 314 440 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Troisième marché, il s'agit du marché de travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement et de renouvellement du réseau d'eau potable du lotissement Georges Brassens sur la commune de Bonson. Le montant du marché est estimé à 923 987 € hors 60 hors taxe, correspondant à la part eau potable et 157 700 € 10 hors taxe pour la part assainissement. Non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est la totalité qui fait 923 000 et qui se répartit à 157 700 € 10 hors taxe pour la
pour la partie eau potable et à 763 802,50 € hors taxe pour la part assainissement. Les critères de jugement sont prix des prestations 40%, la valeur technique 60%, et il est proposé au Conseil communautaire d'accepter l'offre de SNTP à 684 540 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Oui, moi j'avais juste une question. Ça fait 2 marchés qu'on passe là. Et comment se fait-il qu'il y a autant d'écart entre l'estimation et le montant retenu du marché attribué? Alors, ça tombe bien, Bernard. Je m'étonnais aussi que la question n'ait pas été posée. Donc, effectivement, il y a un peu d'écart avec l'estimatif et le prix qui a été proposé par l'entreprise, parce que au départ, les estimations, compte tenu des évolutions du prix des matériaux, ont été peut-être un petit peu estimées, pas forcément très correctement, et les entreprises, il se trouve que voilà, elles réajustent le prix, mais voilà, en l'occurrence, on a des offres qui sont quand même inférieures généralement à ce qu'on avait estimé. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, justement, pour abonder à la question, je vois qu'il y a 2 marchés qui sont donnés à la SMTP. Vous pensez qu'ils seront dans les temps pour finir ces 2 marchés? Parce que ça fait quand même des gros morceaux. Oui, Pierre. Donc, nous aussi, on s'est posé la question et on sera très attentif sur les délais. Et s'ils ne sont pas dans les délais, tu sais très bien comme moi que dans les marchés, il y a des pénalités. Donc, dans ce cadre-là, on appliquera les pénalités. Et surtout, c'est pas un critère pour les exclure. Oui, Pierre Verdier. J'ai pas compris ce que tu avais dit, Christophe. Ce n'est pas un critère pour les exclure. C'est-à-dire quand bien même on aurait un doute sur les capacités A, le fait qu'ils répondent au marché et qu'ils soient meilleurs que les autres, on ne peut pas avoir l'antécédent et la comparaison des autres marchés. C'est pas un critère. Il faut quand même savoir qu'on a posé certaines questions à SMTP en direct entre-temps pour savoir si justement on pouvait être à la hauteur de la situation. Ils ont répondu que oui. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas... Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et nous passons maintenant au marché de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable au hameau de Sommeriec, sur la belle commune de Luriec. Les autres communes sont très belles aussi, hein, mais je pense que le maire ne m'en voudra pas d'avoir fait cette remarque. Bien. Le marché comporte une variante exigée, pose de canalisation diamètre fond de 80 de type ZMU ou similaire permettant le remblai sans apport extérieur. Cette variante n'a pas été retenue car trop coûteuse. Les critères de jugement pour ce marché sont le prix 60% et la valeur technique 40%. Le montant du marché est estimé à 251 766 € hors taxe. Et il est proposé, si vous en êtes d'accord, au Conseil communautaire de valider le marché pour la société SAD CGTH pour un montant estimé maximal de 197 580 € hors taxe, se limitant à la solution de base. Y a-t-il des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. L'autre marché concerne la non moins belle ville de Saint-Just-Saint-Lambert pour le réseau d'assainissement et d'eau potable rue de Simiane de Montchal. Le montant du marché est estimé à 315 289,90 € hors taxe.
correspondant à la part en eau potable 123 579,40 € et la part assainissement 146 978 €, hors taxe également, et la part voirie 44 732,50 €. Les critères de jugement sont 40% pour le prix et 60% pour la valeur technique. Et il vous est proposé de valider, si vous en êtes d'accord, le fait que ce soit l'entreprise SPTP pour un montant estimé maximal de 257 872 € hors taxe, à qui soit adjugé le marché. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le dernier marché, et non pas des moindres, il s'agit de la collecte des déchets en porte-à-porte et en apport volontaire, les prestations visant l'incitation à la baisse des déchets produits. Le marché de collecte et l'évacuation des déchets ménagers arrive à son terme le 31 janvier 2024. Il est donc nécessaire de procéder à son renouvellement. Le marché concerne donc la collecte des déchets en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire et des prestations visant l'incitation à la baisse des déchets produits. Les prestations seront réglées par l'application de prix forfaitaires à unitaires. La partie forfaitaire correspond aux prestations de collecte en porte-à-porte, points de regroupement et points d'apport volontaire des flux de déchets, ordures ménagères et multimatériaux, ainsi que les prestations de collecte spécifiques du verre et du carton des professionnels. La partie unitaire porte sur des prestations associées de collecte occasionnelle et aussi de mise à disposition de personnel pour des actions ponctuelles de sensibilisation auprès des usagers et de contrôle de qualité des bacs présentés à la collecte. Exemple, collecte ponctuelle, mise en place collecte des retraits de bornes OMR ou collecte ponctuelle, mise en place collecte et retrait de bornes multimatériaux, notamment lors d'événements culturels. Le marché commence à compter du 1er février 2024 pour une durée de 8 ans, période initiale de 6 ans, renouvelable 2 fois 1 an. L'estimation du marché avant le lancement de la consultation est de 25 millions hors taxes et non pas TTC comme c'est précisé sur votre version. Pour 8 ans, l'estimation effectuée par AJBD, le cabinet externe, a été réalisée à partir des tarifs révisés 2021 du marché actuel auquel il a été ajouté un pourcentage estimatif d'augmentation liée à la révision 2022 et aussi au phénomène de rattrapage entre les marchés, car la révision de prix ne reflète pas forcément la réalité d'évolution des coûts des marchés de collecte. Toutefois, cette estimation ne reflète pas forcément les coûts réels sur les marchés actuels. AJBD, le cabinet extérieur, a précisé qu'une marge supplémentaire de 10% correspondrait davantage au prix des marchés à l'instant T, portant ainsi l'estimation actualisée à 27 500 000 hors taxes. D'un autre côté, le passage en phase TOMI avec une diminution des fréquences de collecte OMR à partir de 2025, plus l'arrêt de collecte du verre et les cartons éventuels, pouvait laisser entendre à des baisses de coûts sur la durée du marché. Il était également compliqué de chiffrer les nouvelles prestations plus ponctuelles du marché, partie après unitaire. Globalement, l'estimatif a été probablement proposé par le cabinet un peu sous-estimé. Le classement des offres a été effectué par la commission d'appel d'offres lors de sa séance en date du 27 juin 2023, suivant le rapport d'analyse des offres du cabinet AJBD, présenté et l'attribution du marché à l'entreprise Suez Hervé Centrest, pour un montant global et forfaitaire de 28 498 350 € hors taxes et pour un montant total à prix unitaire estimé et maximal de 655 581,89 €. Comme relaté dans le procès-verbal sur la base des critères de jugement des offres, valeur technique 45%, valeur environnementale 10% et prix 45%. En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d'accepter la proposition de l'entreprise Suez Hervé Centrest pour un montant global et forfaitaire de 28 498 350 € hors taxes et pour un montant total à prix unitaire estimé maximal de 655 580,89 € hors taxes. Y a-t-il des questions?
Oui, j'ai besoin d'éclaircissement là, parce que je comprends pas bien, parce que dans le premier paragraphe, vous dites qu'on va approuver et entériner le lancement de la procédure de nouvelle d'appel d'offres ouvert. Puis paragraphe après, vous dites que vous allez accepter le marché de Suez. Donc j'aimerais avoir des explications un peu plus parce que je comprends pas. Donc il y a un nouveau marché ou pas? Bah, bien sûr qu'il y a un nouveau marché, oui. Mais où c'est que tu vois ça, Pierre? Ah, oui, ben, mais c'est le lancement du marché, ça, qu'on approuve. Alors, c'est la nouvelle. Il faut savoir qu'on a une personne qui est venue, qui s'appelle Séverine Carton, et qui tient absolument à ce que le phrasé soit très, très précis. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a ce genre de choses, mais ça apparaîtra d'autres fois, hein. Voilà. Mais c'est pour approuver le marché qui a été passé, tout simplement. Mais voilà. C'est simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la façon de présenter les choses. Oui, donc on reste sur le même mode de collecte qu'aujourd'hui. Il n'y aura pas d'évolution sur le prochain marché. Oui, alors sur ce marché, il y a deux phases en fait. La première phase où le marché de collecte va rester identique, puisqu'il n'y a rien de changé au 1er février 2024 en fait. Et après, il y a la phase 2 où on va commencer à intégrer la mise en place de la TOMI, qui à ce moment-là va forcément et vraisemblablement nécessiter des adaptations peut-être de fréquence sur certains dossiers. Ça a été évoqué tout à l'heure par Yves. On se reposera aussi la question sur la collecte des cartons pour les professionnels et de l'UVR pour les professionnels. C'est la raison pour laquelle ça fait partie comment dire, c'est identifié de façon très précise dans le marché. Et on sait aussi, pour se préserver des évolutions futures, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que dans un certain nombre de communes, on va dire urbanisées, mais pas que, on nous demande de plus en plus de points d'apport volontaires. On se réserve la possibilité d'évoluer vers des solutions de points d'apport volontaires, et c'est ce qui a aussi justifié le fait qu'on n'a fait plus qu'un seul lot entre la collecte du porte-à-porte et la collecte des points d'apport volontaires, alors qu'aujourd'hui, dans le marché actuel, c'est deux prestataires différents. Et vous doutez bien que si on n'avait pas fait ça, ça aurait été un peu compliqué d'enlever des volumes à certains prestataires pour le passer à un autre. Vous savez aussi que notre marché actuel, il est un peu fragile et on va pas s'éterniser dessus, mais on voulait éviter de renouveler ça. Donc, il y aura ces possibilités dans le temps, à condition, mais là j'insiste pour que tout le monde le sache, qu'on soit dans des secteurs de cohérence. Si on a, je prends deux exemples, je suis désolé, mais si on a un point d'apport volontaire à Luçon en forêt, un Saint-Modèle-Corot, je ne suis pas sûr qu'on fasse une collecte spécifique pour ça. Vous savez que les points d'apport volontaire, ce ne sont pas les mêmes véhicules qui font les collectes. Il y en a qui sont avec des grues et des autres qui sont... Voilà. Mais bien entendu, ce marché, il est fait pour ça, parce qu'on sait que dans les 5 ans qui viennent, puisqu'il mène pour 8 ans, on va avoir le passage en théorie, donc il va y avoir déjà la mise en place des pesées et tout, mais la phase 1 qui va durer à peu près un an, elle sera à l'identique d'aujourd'hui. Et ça nous laissera aussi le temps et le temps nécessaire pour vérifier que les extensions de consigne de tri qui sont applicables depuis cette année n'ont pas occasionné un transfert massif de la poubelle verte vers la poubelle jaune sur ces parties-là, puisque des remarques, on l'a déjà entendues aussi. Mais ce marché, il a la grosse difficulté, c'est de laisser de la souplesse, tout en préservant le fait qu'il faut aussi définir quand même les prestations sur une durée relativement longue. Et on a une clause de revoyure sur ce marché, c'est assez exceptionnel, annuelle, sur justement des adaptations. Pardon. Oui, on comprend bien que les tâches qui sont demandées à ces entreprises sont énormes et que là, on est obligé de donner suite un petit peu à toutes les décisions qui ont été prises ici, donc ça, c'est très clair. Mais c'est vrai que les sommes nous font quand même un peu frémir, hein, parce que quand on voit les sommes qui sont engagées, c'est quand même pas un vain mot. On en arrive à un point à se demander, est-ce qu'on est toujours dans un travail de concurrence ou est-ce qu'on n'a pas affaire à plus ou moins un monopole qui nous obligerait à avoir de tels prix?
Bien évidemment, ta remarque a toute sa pertinence, Bernard. Mais à ce niveau de prestation, on arrive, on ne peut qu'avoir des entreprises qui soient rares sur le marché, comme on retrouve cela chez les prestataires d'énergie, par exemple, où voilà, la concurrence est certes présente, mais faible en volume. Voilà. Mais je vois j'imagine ton arrière-pensée qu'on est un petit peu soumis dans ce qui nous est proposé. À juste raison, tu as parfaitement visualisé les choses, mais que peut-on y faire? Juste rappeler quand même qu'il y a eu 6 offres. Daniel Dubost. Oui, c'était juste pour savoir qui c'est qui s'était positionné sur ces marchés, si on pouvait les connaître. Et puis, est-ce qu'il a été étudié la possibilité d'une internalisation, parce qu'avec en effet des montants comme ça, plus 3 millions, enfin par 25-28, c'est pas rien. Surtout que voilà, enfin, on regroupe les points de ramassage parfois. Merci. Alors, sur le fait de donner les entreprises, on a un doute de savoir si à ce stade-là, on peut le dévoiler. On vous le donnera, il n'y a pas de sujet, c'est juste peut-être un peu tôt vis-à-vis des notifications officielles. Il y a eu 6 offres pour 4 entreprises. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Après, pour l'autre suite, Yves, l'autre partie de l'intervention. Pardon, j'étais en train de m'adresser à mon oreillette et je n'ai pas entendu la deuxième partie de la question. La deuxième question, c'est est-ce qu'avec des montants pareils, surtout qu'en plus il y a des regroupements, est-ce qu'il a été étudié une internalisation de ces services? C'est-à-dire voilà. Non, clairement, ça n'a pas été étudié à l'échelle de Loire-Forêt. On a une comparaison régie qu'on garde sur Saint-Bonnet-le-Château. Je ne sais pas si vous imaginez l'étude qu'il aurait fallu faire dans le temps imparti pour relancer ce marché. Alors peut-être qu'il faudrait s'y pencher maintenant pour le futur, mais une internalisation d'un tel marché avec des camions probablement, parce que je crois que même les entreprises ne les achètent plus mais les louent, tant les process technologiques avancent. En tout cas, il n'y a pas tant de collectivités que ça qui font en régie, mais la question a été posée. On s'est vraiment posé la question de savoir si on allait étudier ça. Mais clairement, c'était un chantier qui nous paraissait insurmontable pour le passage en même temps de la TOMI, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout en même temps. Hein. Et voilà, les services n'avaient pas la capacité aujourd'hui de faire ce travail approfondi de passage en régie. Pierre, si tu veux compléter. Désolé de parler après le président, mais simplement, on a fait une analyse très grossière des coûts aujourd'hui, la partie régie et de la partie délégation, et on est sur des coûts très très proches. Et le nouveau marché va engendrer forcément un changement je dirais, de moyens de collecte complet, puisque avec la partie incitative, c'est intégré dans le marché déjà. On a considéré qu'on n'avait pas le temps de conduire effectivement la TOMI et en même temps une refonte complète de la régie. Et pour votre information, Saint-Étienne, qui était essentiellement en régie, sont en train de faire petit à petit la démarche inverse pour d'autres raisons que je tairai ici. Voilà. Oui, le souci aussi, c'est qu'il y a la collecte d'un côté, puis il y a le traitement de l'autre. Donc, même si on peut organiser la collecte, après, il faut faire les marchés pour le traitement. Donc, je pense tant qu'au niveau du CIDEMER, on n'aura pas avancé pour avoir un traitement derrière efficace et en commun avec toutes les autres collectivités, les marchés sont quand même liés, même s'ils sont faits par des prestataires différents. Très bonne remarque, Joël. Merci, effectivement. Tu as entièrement raison sur l'importance du traitement des déchets, qui est fait par les mêmes sociétés. Il n'y a plus de questions, cher Yves. Si. Eh bien, nous allons passer au... Ah. Je ne t'en voudrais pas, Pierre. Nous allons passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient?
Une abstention. Je vous remercie. Très bien, des sujets ou un sujet voirie pour Georges Thomas. Merci, Président. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Le point numéro 8 concerne l'autorisation à signer les modifications du marché qu'on appelait avant des avenants, vous vous souvenez, marché de travaux d'aménagement de voirie sur la rue de la République et la rue du Faubourg Saint-Jean, sur la belle ville également de Montbrison. Alors, le premier lot numéro 1 porte sur les voiries et réseaux divers. Bien entendu, à certains points de l'avancement des travaux, et les travaux sont longs sur ce projet-là, il est nécessaire de faire le point des moins-values et des plus-values. Vous avez pu voir le détail des plus-values qui sont concernées. Vous avez pu voir le détail des moins-values. Sachez que l'ensemble des moins-values est évalué à 343 000 € et les plus-values à 506 000 €. Cette demande de modification du contrat représente donc au total une plus-value de 163 089 € hors taxe, ce qui représente une augmentation de 9,27%, bien entendu compatible avec les exigences de la commande publique. Et ces travaux supplémentaires n'entraînent bien sûr pas d'augmentation du délai d'exécution. Avez-vous des questions? Bien, on peut passer à la suite qui concerne la même modification de marché pour la signalisation tricolore. Là aussi, il y a des plus et des moins. Et au total, cette demande de modif du contrat représente une plus-value de 5 287,36 €, toujours hors taxe, qui représente une augmentation de 10%, elle aussi compatible avec les règles du Code de la commande publique. Et ces travaux supplémentaires n'entraînent pas d'augmentation du délai d'exécution. La commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 27 juin dernier a donné un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver ces modifs du marché numéro 1 et d'autoriser le président ou son représentant à la signer. Qui serait contre? Une. D'accord. Au pouvoir. Qui s'abstiendrait? Eh bien, je vous remercie. Merci. On poursuit par un sujet, un rapport sur la forêt animale qui n'entraînera pas de vote et un autre sur le patrimoine, sur la maîtrise d'œuvre de la piscine Petit Bois. François Madvet. Merci, Président. Oui, c'est le rapport d'activité de la fourrière animale. Donc, on a obligation de faire un rapport chaque année. C'est une concession de service public qui a été mise en place. La prestation en question a commencé le 1er septembre 2018 pour une durée de 7 ans. La fourrière animale est située au lieu dit Les Mûriers dans la commune de Saint-Étienne-le-Mollard et c'est Stéphane Davim qui en est le gérant de ce domaine. Un rapport présentant le bilan de cette concession publique doit être élaboré chaque année. La commission consultative des services publics locaux a pris acte de ce rapport. Donc, la capture et le transport des animaux errants restent dépendants du pouvoir de la police du maire. Mais chaque commune peut conventionner avec le domaine des mûriers afin qu'il réalise ses tâches. Donc, les éléments significatifs pour 2022 sont 157 animaux accueillis, dont 149 chiens. Bon, il y avait 8 chats. Et en 2020, 146, donc ce qui nous donne 100 animaux rendus à leurs propriétaires, 53 animaux confiés aux associations, 3 animaux euthanasiés par nécessité médicale. Là, en moyenne, le nombre de jours de garde reste sur 5 jours 6 en 2021. Les recettes annuelles de Loire-Fort Agglomération ont été de 140 420 € hors taxe. Donc, il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de ce rapport d'activité. Pour être clair avec vous, je l'ai visité il y a à peu près 2 mois. Les animaux sont très bien traités. C'est un propriétaire c'est très propre, la fourrière animale de ce propriétaire. Il a même monté un petit coin pour que le vétérinaire puisse venir soigner les animaux avec une table, avec un coin propre. J'ai été surpris par la propreté de cette fourrière animale. En plus, il lui arrive, lorsque la SPA sont trop remplies, de garder des animaux plus de 5 jours. Il en a eu gardé presque 20 jours. Voilà, j'ai été très surpris. Je veux dire, ce monsieur fait du très bon travail. Voilà. Est-ce que ça pose des questions? Donc, il n'y a pas de vote. Ah si, une question?
Juste une remarque dans le rapport. Ah, pardon, je vous cherchais, excusez-moi. Et, il y a un commentaire comme quoi il a du mal enfin que, en fait, la fourrière a du mal à se faire payer les factures. Je ne sais pas si on peut apporter une aide en conseil ou une assistance pour qu'il puisse aider à être réglé. Parce que quelque part, c'est pour rendre un service à l'ensemble de la collectivité. Oui, alors, pardon. Oui, alors il m'en a fait part, il a du mal à se faire payer par ceux dont le chien a été retrouvé. Donc, le propriétaire qui vient chercher le chien, il faut qu'il paye, et il a du mal à se faire payer par les propriétaires des chiens. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut amener quelque chose de plus ou de moins? Bon, lorsqu'on est propriétaire d'un chien, ben, on le garde jusqu'au bout. S'il s'est évadé ou s'il est parti, quelquefois, il le retrouve 5 jours ou 6 jours après, mais il faut payer les frais de garde de la fourrière animale. C'est une obligation. Voilà. C'est pas la collectivité de payer. Hein. Lorsque le chien est retrouvé, bien évidemment. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, on en prend acte, oui. Donc, il n'y a pas de nouveau président. Je poursuis. Donc, c'est une modification de la maîtrise 2 pour la construction de la piscine municipale du Petit Bois. Donc, la modification du marché a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux. Ça reste une piscine intercommunale, hein, pas municipale. Intercommunale. Je sais bien que Saint-Just y tient beaucoup, mais quand même. Et si on peut remunicipaliser la piscine. Hein. Pardon. Donc, du coup, vous m'avez fait perdre mon... Donc, loi comme forêt agglomération, l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux a été fixée initialement à 7 320 000 €. C'est de valeur de septembre 2021. Ce montant n'intègre pas les composantes complémentaires à étudier, telles que la réalisation de bassins inox. Je crois qu'on a déjà parlé au sein de ce conseil. Selon l'acte d'engagement, le montant de la rémunération provisoire intervenant dans le calcul est de 937 000 € correspondant à l'offre de base. Cette mission complémentaire ont été conclues initialement au prix forfaitaire définitif. Le montant global a été fixé à 977 000 €. Loi forêt agglomération a validé lors de la phase APD ses coûts des travaux selon la nature, les soins, les options et autres. Dès lors, le coût provisionnel des travaux est désormais fixé à 8 609 340 €, hors taxe toujours, valeur septembre 2021, c'est important. Conformément aux conditions contractuelles, la rémunération provisoire devient définitive. Donc, sur la base de cette formule contenue dans les clauses du marché, elle est connue dans le lancement des consultants. En application à cette formule, la nouvelle rémunération du maître d'œuvre est donc fixée à 1 19 521 €. La rémunération globale initiale étant fixée initialement à 977 000 €, rémunération provisoire et rémunération ferme, s'agissant de missions complémentaires. Donc, la fixation de la rémunération définitive engendre un delta positif de 1 19 521 € hors taxe. Au regard du calcul de ce calcul, le titulaire du marché a proposé une remise sur ce montant. Alors, il propose un delta de rémunération complémentaire dans le cadre de la fixation de leur rémunération définitive de 75 000 € hors taxe, ce qui aboutit à un total global de la rémunération d'1 052 000 €. Je vous fais cadeau des centimes. Cela représente une augmentation du montant initial de 7,68 %. La ventilation de cette rémunération définitive est annexée à la modification du marché. L'incidence sur le montant du marché exprimé en pourcentage est de 7,68 %, ce qui est compatible avec les exigences de l'article. Donc, il vous est proposé de bien vouloir approuver cette modification. Est-ce que ça apporte des questions? Pas de questions, alors on passe au vote. Si, une question. Je n'ai pas vu la petite là. Ah, pardon. Une question. Ben, décidément, je n'arrive pas à vous visualiser. Je peux me Pardon, c'est bon. C'est plus une question d'ordre technique. On voit qu'on a quand même des gros ratios énergétiques et de consommation d'eau. Vous pouvez nous donner un peu d'explications sur ce qui est modifié et ce qui fait qu'on arrive à avoir des évolutions pareilles et est-ce que ça va bien être tenu, ces ratios? J'imagine que oui, si on nous présente le marché, mais vous pouvez nous donner un peu de détails? J'ai pas les détails ici sous la main. On vous les apportera, mais je n'ai pas les détails sous la main.
il y a un tableau, mais là, sans connaître plus le dossier, c'est pas évident de se rendre compte. Ça permet aussi d'avoir un peu d'informations sur les évolutions technologiques. Ben, on les a. Mais ce détail technique, ça pose aucun problème. Et je pense qu'il faudra même, ça mériterait bien une présentation globale du projet avec l'évolution technique même entre les différentes phases. Parce que ce projet se construit effectivement et les techniques progressent. Et c'est un projet à multi-énergie, c'est un projet avec des ratios assez performants, évidemment, que ce soit sur la consommation d'eau ou que ce soit sur la consommation énergétique. Donc là, en l'occurrence, c'est une modification de marché, une modification d'honoraires liée à des travaux qui évoluent, des montants de travaux qui évoluent. À partir du moment où on sera stabilisé, la présentation qui devra être faite du projet Piscine Petit Bois devra également présenter l'évolution du projet et les différentes discussions et le process sur lequel on a été amené à prendre différentes décisions. C'est d'ailleurs une remarque que m'avait fait Bernard Coutançon une fois, je ne l'ai pas oubliée, elle était tout à fait justifiée, c'est-à-dire que quand on est sur des projets comme ça, les différents groupes de travail, les différents copiles qui se réunissent, tous ceux qui sont au cœur du sujet, ont la présentation du projet, l'évolution du projet, différents choix à faire, et ces choix, ils se construisent petit à petit, quitte quelquefois à repousser les décisions, à pousser les comparatifs un peu plus loin. Et quand on présente le projet, souvent on présente le projet final comme étant le projet, quoi, comme s'il n'y en a pas eu d'autre. Et on a le tort de ne pas présenter toutes les phases de réflexion qui ont amené à ce processus. Donc je crois que si on a un jour à présenter ce projet, il faudra le faire de cette façon-là, sans problématique. Bien, au sujet d'énergie, je pense qu'on peut aussi rajouter que la dernière fois, je crois qu'on a présenté le projet de la géothermie et du photovoltaïque qui sera intégré à cette piscine. Est-ce que ça pose d'autres questions? Pas de questions, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? C'est ça? Merci. Parfait. On poursuit avec un sujet assainissement et Thierry Hareux. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, on a 3 sujets assainissement, dont les 2 premiers se ressemblent. Donc, le premier concerne la rue Simeone de Montchal à Saint-Just-à-Ambert, où le montant du marché définitif est fixé à 1 068 75 €. Donc, on a une modification de tout ce qui est maîtrise d'œuvre et puis les honoraires qui se suivent. Donc, vous voyez qu'au départ, on était à 18 600 en marché initial. On a un avenant qui nous fait monter de 47 620 € pour un montant total de marché après modification de 66 220,71 €. Donc ça, c'est l'avenant qu'on vous propose. Et aussi, on vous propose, c'est qu'en accord avec Patrice Couchot, on avait décidé que si on pouvait récupérer les marchés en interne et pas les donner à des maîtrises d'œuvre externes, eh ben on le faisait. Dans ce cadre précis, on peut le faire. Donc, c'est-à-dire que le montant du marché qui est de 66 000 € va s'arrêter à la phase AVP et ça nous fera verser que 16 555,18 €, soit une économie d'environ 50 000 € qu'on récupère en interne parce qu'on va continuer, nous, à faire l'étude en interne. Donc, y a-t-il des questions sur ces 2 modifications? Et l'avenant et l'arrêt, en fait, du marché et qu'on récupère en interne. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et la deuxième, c'est toujours sur Saint-Just-à-Ambert. C'est le même principe, c'est sur la rue du Pénable. Donc là, on a un montant de marché qui était de 31, enfin un montant de maîtrise d'ouvrage, enfin un horaire qui était de 31 930, qui monte avec l'avenant de 7 915,63 hors taxe pour monter à 39 845,63 et qu'on a aussi décidé d'arrêter à un montant de 15 938,25, ce qui nous fait encore une économie d'environ 30 000 €. Donc, dans le même système, y a-t-il des questions sur ces modifications? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et la troisième décision, donc, c'est sur l'ouverture d'une enquête publique sur le zonage eau usée, eau pluviale sur l'ensemble de notre territoire. Donc, vous avez vu que, pour ceux qu'on a visités au mois de juin, on a fait des visites sur la commune de Bois, on avait fait 3 réunions. Et sur Saint-Bonnet-le-Château, on avait fait 2 réunions. Aujourd'hui, on a un zonage pour les 45 premières communes qu'on voudrait monter à 87 pour être en adéquation avec ce qui va se passer en 2027 sur le PLUI. Donc, on a fait des réunions pour montrer différents plans sur toutes les communes. Et dans le cadre de ce zonage qu'on voudrait avoir sur l'ensemble du territoire, il faut qu'on ouvre une enquête publique
sur le zonage global. Donc, ce qu'on vous demande d'approuver, enfin de valider ce soir, c'est l'enquête publique avec la liste des communes que vous avez en détail d'ailleurs sur le tableau, sur la page 17. Et donc, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le président ou son représentant à mettre à l'enquête publique les zonages d'assainissement et d'eau pluviale sur les 42 communes du territoire de Loire-Forêt agglomération pour que ce zonage soit effectif à partir du 1er janvier 2024 sur l'ensemble de notre territoire, en sachant qu'aujourd'hui, on a une petite spécificité sur notre territoire qui n'est pas forcément sur d'autres EPCI. C'est que dans les permis de construire qui sont délivrés aujourd'hui, on demande aux gens de faire de la gestion intégrée des eaux pluviales sur leur parcelle quand vous construisez, ce qui permet de garder l'eau de pluie là où elle tombe. Y a-t-il des questions sur ce lancement d'enquête publique? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Merci Thierry. On passe à un sujet sur le SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires. Comme tous les documents d'urbanisme, il doit se mettre en conformité avec la loi ZAN. Vous avez pu voir que la loi ZAN est en mouvement. Donc on nous demande de donner un avis sur ce SRADET qui probablement, possiblement, pourrait évoluer. Auquel cas, on reviendra vers vous pour peut-être modifier notre avis, si tant est qu'on l'ait envoyé, puisque si vraiment on le modifie très vite, on ne va pas l'envoyer et on redélibérera. Vous avez pu lire la note de synthèse, simplement, en gros, sur la région, il n'y a pas de territorialisation de la zéro artificialisation, donc de la diminution de consommation d'espace, ce qui veut dire que c'est 50% pour tout le monde, sauf que la région a intégré des projets régionaux qu'elle met dans le pot commun, ce qui veut dire qu'au lieu de réduire de 50, on devra réduire de 56, qu'actuellement, notre territoire ne possède pas de projet d'intérêt régional, donc on réduit de 56, ça veut dire qu'une partie de ce qu'on réduit sert à des projets régionaux qui sont ailleurs, donc il n'est pas étonnant que dans notre avis, on demande à ce que certains de nos projets soient d'intérêt régional pour qu'ils rentrent dans le pot commun aussi. Donc, vous en avez quelques exemples. On a également on demande également la possibilité au fil de l'eau d'avoir des nouveaux projets structurants, parce que si certes aujourd'hui on ne les a pas, ils pourraient devenir demain, et il se trouve que la Loire, ou en tout cas notre SCOT, ou peut-être notre PLUI, aurait des projets d'intérêt régionaux, ce qui est déjà le cas, puisque certains de nos projets, je pense à l'espace Émeraude par exemple, ou la ZAIN de Balbini, sont des projets qui sont dans le contrat-plan État-région. Donc, s'ils sont dans le contrat-plan État-région, ils pourraient être d'intérêt régional et donc, du coup, intégrer le SRADET et être dans le pot commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Ce sont des enjeux nationaux extrêmement importants. Vous voyez un peu les différentes va-et-vient qu'il peut y avoir sur cette loi. Attendons patiemment les décrets, mais on vous propose cette ébauche d'avis pour le moment. Je vous le redis en sachant que s'il y a des modifications dans le SRADET, puisque la loi permet 9 mois de plus aux régions pour élaborer leurs modifications de SRADET que par rapport à ce qui était prévu, peut-être qu'ils vont utiliser ce temps pour le faire évoluer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. C'est un sujet qui pourtant est passionnant, mais il est assez hard. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. On poursuit avec de la lecture publique. Evelyne, une question au fond. Quelqu'un appuie sur un bouton. Chez moi, c'est marqué 49. Non? Pas de prise de parole? Bon. Donc, j'en étais où? J'en étais à donner la parole à Evelyne Chouvier. Ah ben, appuie sur ton micro. Ah, mais c'est toi, en fait, 49. Ah bon? Ah, c'est moi 49, d'accord. Alors, le micro marche. Vous êtes témoin, le micro marche. Il est positionné tout en haut, là, comme c'était là-haut. Et c'est celui-là. Alors, moi, je vais vous parler de la convention de
partenariat et d'objectifs pour la lecture publique. Vous savez que le département est venu nous présenter leur mission il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était dans une conférence des maires. Vous avez eu dans vos communes des conventions département-communes et aujourd'hui on vous demande d'approuver, de renouveler la convention Loire-Forêt commune jusqu'au 31 décembre 2024. Le schéma départemental de lecture publique, lui, sera valable jusqu'en 2027, mais d'ores et déjà, on travaille sur une convention tripartite. Donc voilà, il y aura un avenant pour Loire-Forêt sur un an, en attendant cette convention tripartite qu'on attend depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Les votes contre? Les abstentions? Merci. On poursuit avec des sujets économiques et Jean-Paul Forestier. Oui, il s'agit du compte-rendu annuel d'activité de la collectivité locale, le fameux CRAC, sur l'année 2022 pour les zones des Granges et la zone des Plaines. Alors, il s'agit d'une délibération récurrente qui revient chaque année et qui permet de suivre le développement de ces zones économiques. Je vous invite à lire la note de synthèse avec les chiffres y afférents, je ne vais pas revenir dessus, à retenir de l'équilibre financier non modifié pour les deux zones, avec malgré tout un gel partiel sur la zone des Plaines de la commercialisation, suite à une étude sur l'inondabilité. Pour 2023, il a noté l'ouverture à la commercialisation pour la zone des Plaines du secteur Le Parc, au sud de cette zone. Voilà, il y a des questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et Novim? C'est toujours Novim, prolongation de la convention publique d'aménagement pour la zone, cette fois uniquement des Granges. Cette convention d'aménagement de la zone des Granges a été signée en 1990 entre la ville de Montbrison et à l'époque la UCDL. Des avenants successifs ont été signés jusqu'au 31 septembre 2023. Aujourd'hui, il est donc nécessaire de procéder à un nouvel avenant afin de proroger la durée de la convention publique d'aménagement jusqu'au 31 juillet 2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Jean-Paul. Un sujet avec le CILDA, Marc Archer. Il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'attention de l'association CILDA. Donc, le CILDA est une association à vocation socio-économique et de développement local créée en 1990. Et le CILDA est aujourd'hui un partenaire de Loire-Forêt Agglomération sur plusieurs actions. Par courrier du 22 juin 2023, le CILDA a fait part des difficultés rencontrées depuis 2021, mais sur lesquelles la structure travaille actuellement pour à la fois améliorer la situation financière à court terme et proposer un développement de l'activité sur le moyen terme, nécessaire pour la pérennité de la structure. L'association sollicite ses différents partenaires, l'État, le département, les collectivités locales, pour l'accompagner dans cette période. Pour Loire-Forêt Agglomération, il s'agit d'une aide exceptionnelle de 20 000 €. Cette demande de subvention exceptionnelle vient en complément des financements déjà engagés par Loire-Forêt Agglomération pour des actions spécifiques et doit donc être approuvée en conseil communautaire. Au-delà des actions évoquées précédemment, la poursuite et le développement de l'activité du CILDA est donc importante. La subvention exceptionnelle qui peut être accordée à l'association doit donc lui permettre de sécuriser son activité sur le court terme, en lien aussi avec les autres partenaires sollicités, et de poursuivre son développement. Au regard des différentes actions engagées avec l'association, il est aussi important de pouvoir construire un partenariat plus périn avec des engagements dans la durée de la part de l'association. C'est pourquoi, au-delà de cette subvention exceptionnelle, il s'agira de travailler sur une convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités de collaboration entre Loire-Forêt Agglomération et l'association. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle auprès du CILDA pour un montant de 20 000 € et de prendre acte de l'engagement d'un travail avec l'association pour définir les modalités de partenariat au travers de l'élaboration d'une convention d'objectifs et de moyens. Avez-vous des questions? Donc, on va mettre au vote. Qui est-ce qui est pour? Merci. Pas d'abstention et pas de vote contre, parce que dans la masse, non. D'accord. Parfait.
On poursuit avec le dernier sujet, un sujet d'importance, le photovoltaïque sur Loire-Forêt-Agglomération. François Madvé. C'est tout bon. Oui, il faut approuver cette convention. Donc, la production d'électricité du photovoltaïque est une priorité sur notre plan climat, air, énergie territorial de Loire-Forêt-Agglomération. Donc, le ciel a développé depuis 15 ans il faut dire aussi que les communes de Loire-Forêt-Agglomération disposent de surfaces disponibles avec un fort potentiel de production, toiture, parking, espace pollué au sol pour installer rapidement des nouvelles centrales solaires. LFA a besoin de s'associer avec un expert d'énergie renouvelable. Donc, le ciel a développé depuis 15 ans une compétence de production d'électricité renouvelable et il est propriétaire de 140 installations à ce jour. Le ciel a démontré tout au long de ces années sa capacité à accompagner les communes et à réaliser ses projets. Un programme commun associant les compétences complémentaires a été présenté aux élus en conférence des maires le 13 juillet 2022. Lors d'échanges techniques précédents, les communes avaient insisté pour s'appuyer sur le ciel afin de porter des projets d'ensemble inédits avec un EPCI pour que l'investissement profite aux communes adhérentes. Donc, la faisabilité économique des installations sera appréhendée de manière globale et non installation par installation. Les opérations rentables viendront abonder un fonds permettant aux opérations non rentables d'être réalisées. LFA et le ciel suivront ensemble le budget global de l'opération en toute transparence. Le ciel, dans le cadre de sa compétence déléguée par ses adhérents avec ses installations, reverse 40% des bénéfices attendus à la collectivité 2 ans après la mise en service. Dans le cadre de cette convention, ce pourcentage sera, ou toute ou partie, reversé dans le fonds commun après accord de la collectivité. Ce fonds permettant la réalisation d'opérations qui ne seraient pas rentables isolément. La commune concernée devra établir par délibération le montant qu'elle souhaite verser au pot commun dans le cas où le projet générerait des bénéfices. Ces projets autoconsommation individuelle n'entrent pas dans le dispositif de la grappe de projet entre le ciel et LFA. Seules les installations en vente totale pourront donc intégrer le dispositif et le ciel pourra accompagner les collectivités qui le souhaitent. LFA, le ciel s'engage à communiquer conjointement pour valoriser ce programme innovant de collaboration entre l'EPCI et le syndicat d'énergie. Il nous est donc proposé ce soir au conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention présentée et d'autoriser le président à signer celle-ci avec le ciel. Est-ce que ça pose des questions? Oui, madame. Oui. Pierre Verdier, puis la dame. Oui, moi je regrette un peu cette association avec le ciel, parce que le ciel, bon, ils ont des tarifs de cotisation pour ces installations qui sont, pour moi, trop importantes. Je pensais que l'agglo allait pouvoir faire son problème différemment. La deuxième question aussi, c'est au sujet de la vente partielle. Il faut quand même savoir aujourd'hui que aujourd'hui, on peut mettre des photovoltaïques sur tous les bâtiments et puis qui serviront à faire baisser la facture de la consommation sur toute la commune. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas intégré dans ce projet, ça m'embête parce que c'est quand même l'avenir, à mon avis, de pouvoir produire son électricité. Donc, si vous faites que la vente totale complète, que vous ne faites pas la vente partielle, je pense que c'est embêtant. Adeline Boursier, simplement un élément de réponse que je comprends parfaitement. Ça n'empêche pas malgré tout la commune, si elle le souhaite, de faire de l'autoconsommation. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement, en termes de massification, c'est effectivement de la production d'électricité qui est recherchée et pas de l'autoconsommation. Adeline Boursier, oui. Là, justement, c'est pour comprendre la convention, il y a aussi l'étude de l'utilité en autoconsommation. Mais cette autoconsommation, à partir du moment où c'est moins de tirage sur le réseau, donc quelque part, ça s'équilibre aussi. C'est là que je comprends pas pourquoi ça serait que les projets, il y aurait une vente totale.
Pareil. Oui, c'est-à-dire qu'on mutualise l'électricité, on tire sur le réseau de la même manière, c'est ça? Au point n'est pas coutume, je vais donner la parole à Audrey Grimaud qui va expliquer clairement le truc. Vas-y, Audrey, prenez un micro. Le principe, en fait, c'est que quand le ciel va nous accompagner pour définir qu'est-ce qui paraît pertinent sur cette toiture qui a été identifiée avec vous dans le cadre des questionnaires et des contacts qu'on a avec vous, c'est qu'il puisse faire l'étude sur les deux aspects, qu'il puisse regarder qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Quand on est dans le cas d'autoconsommation, on va plutôt orienter la commune vers de l'investissement en propre pour autoconsommer. Ça ne rentre pas dans le dispositif du coup des grappes qui permettent de mutualiser entre plusieurs projets. Le côté innovant de ce dispositif, c'est vraiment de se dire qu'on fait sortir des opérations qui sont pas rentables grâce à d'autres opérations qui le sont plus. Aujourd'hui, le ciel, quand il investit sur du photovoltaïque pour permettre, du coup, quand c'est le ciel qui investit pour du photovoltaïque, on a vraiment cette logique de rentabilité qui rentre en compte. Ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir lever cette question de la rentabilité projet par projet, mais d'avoir des rentabilités plutôt à l'échelle de plusieurs projets. Donc là, par exemple, on a repéré 9 projets. Il y en a 4 qui sont rentables, 5 autres qui ne le sont pas. Bah, l'idée, c'est de pouvoir aller sur les 9 projets, du coup. Et du coup, de déployer peut-être du photovoltaïque à des endroits où le projet tout seul ne serait pas rentable. Voilà, c'est ça la logique générale. On est en train de poser les premiers jalons, d'apprendre en avançant. Tout n'est pas figé, mais en tout cas, la logique générale, c'est celle-ci. Et du coup, l'autoconsommation ne rentre pas dans ce pot commun de rentabilité, puisque par définition, elle va être consommée directement par le bâtiment communal ou l'autoconsommation collective dont vous parliez, qui permet d'élargir un peu plus largement à d'autres bâtiments de la commune, etc. C'est des dispositifs qui sont pas exactement les mêmes, en fait. Par contre, au point de départ, l'idée, c'est que le ciel puisse vraiment étudier le projet et dire ce qui paraît le plus pertinent, projet par projet. Et ça sort, si on part en autoconsommation, ça sort du dispositif qui est proposé ici, qui a vraiment pour vocation d'être un accélérateur pour sortir des projets moins rentables. Frédéric Punier. Ouais, je voulais simplement intervenir. On est en train de travailler justement sur les dossiers pour les projets rentables ou non rentables sur la commune. Le seul problème qu'on rencontre aujourd'hui, alors je ne voudrais pas dénigrer les personnes parce que le ciel n'est pas présent ce soir, mais on n'a pas les réponses en face des questions. On ne sait pas exactement les coûts, on ne sait pas vraiment combien ça va nous rapporter, combien ça va coûter à la commune ou pas. On est en attente depuis des mois en fait de retour, de nouvelles réunions qui doivent intervenir d'ici peu. Je pense qu'il va falloir qu'on rééchange un petit peu avec eux par rapport à Loire-Forêt, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des réponses qui nous sont faites, qui en fait n'aboutissent pas. On ne sait pas exactement les études par qui elles sont faites, combien elles vont coûter. On a peut-être l'obligation de mettre sur notre salle des fêtes, par exemple, d'enlever les tuiles, mettre des bacs acier, mais on ne sait pas qui est la charge des bacs acier. Il y a plein de choses comme ça qui sont un petit peu complexes et pour l'instant, on n'a pas les retours. On est en attente de retour. Voilà. Ok, alors cela dit, vous avez un interlocuteur LFA sur le sujet quand même, donc c'est lui qui fait la passerelle avec le ciel, donc je vous invite à contacter l'interlocuteur de LFA qui doit se débrouiller pour avoir les retours et s'il ne les a pas, c'est que le ciel ne les donne pas. Et peut-être éviter d'aller directement au ciel sur vos projets dans ce cadre-là. Bah, je dis ça comme ça, mais normalement, on a mis en place un interlocuteur unique sur le sujet. Ensuite, pour moi, spontanément comme ça, je n'ai pas l'impression que ça coûtera grand-chose à la commune. Par contre, par principe, je ne pense pas que ça rapporte grand-chose non plus à la commune. Le principe étant la production de l'électricité. Aujourd'hui, la rentabilité du photovoltaïque de façon isolée, elle est bien moins intéressante que ce qu'elle a pu être avec les contrats précédents et du rachat d'électricité. Donc, l'idée ici, c'est effectivement de faire porter un investissement et une rentabilité à terme par notre spécialiste de l'énergie sur ta problématique de réponse aux questions. Ça, pour le coup, c'est à nous de revoir avec le ciel différentes questions qui ont été posées et comment on peut vous apporter la réponse. Oui, pour compléter, la prochaine réunion que nous aurons avec les communes, justement, le ciel sera présent à la prochaine réunion. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Deux abstentions, si je vois bien. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des questions sur les décisions et conventions et des contrats du président? Donc la dernière fois, il y avait une question sur une décision qui était doublée, et c'était effectivement une décision qui était doublée. Voilà. Elle avait été prise 2 fois dans les envois de mails dématérialisés. Prochain conseil communautaire le mardi 12 septembre. Donc après l'été, pour ceux qui prennent des congés, je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. Et si vous n'êtes pas trop loin encore à 22h30, vous aurez dans le jardin d'Allard un magnifique, je fais de la pub, un magnifique spectacle de jet d'eau, son et lumière au milieu du jardin d'Allard en espérant que la météo le permette. Merci à tous, bonne soirée.